Merci beaucoup, Pauline, de m'avoir invitée à donner cette conférence. Merci d'avance à Pascal et Quentin qui œuvrent à l'enregistrement et au bon déroulement de tout ça. Et merci à vous d'avoir bravé la pluie un vendredi à l'heure de l'apéro pour venir entendre parler de Ellen Burstyn, qui était considérée par un de ses enseignants, Bruce Dern, à l'Actors Studio de Los Angeles, comme une des 5 grandes actrices de son époque, avec Geraldine Page, Kim Stanley, Maureen Stapleton et Julie Harris. Alors Ellen Burstyn, vous ne le savez peut-être pas, mais elle ne s'est pas toujours appelée Ellen Burstyn. Elle a même eu plusieurs noms parfois en même temps. C'est ce qu'elle raconte dans son autobiographie. Alors sauf mention contraire, dès que vous aurez des citations en italique, elles seront issues de cette autobiographie. Voilà ce qu'elle dit: même si je suis née Edna Ray Gillooly, quand j'ai commencé à écrire, le premier nom que j'ai écrit, c'était Edna Francie Moore. Ma mère s'appelait Mrs. Schwartz, donc dans son cercle de relations, j'étais connue comme Edna Schwartz, mais je ne m'appelais jamais comme ça. Donc j'avais déjà 3 noms avant de quitter ma maison, et en plus j'avais aussi mon surnom qui était Toots. Quand je dansais dans un chœur, je me faisais appeler Carrie Flynn. J'ai aussi fait un screen test sous le nom de Erika Dean. Mon nom de mannequin, c'était Edna Ray. Bon, visiblement, tous ces changements de nom étaient symptomatiques d'un processus plus profond qui était en cours. Je me cherchais une identité, pas simplement un nom. Maintenant que j'ai trouvé mon chemin à Broadway, il m'a semblé que peut-être j'étais vraiment une actrice. C'était pas simplement un fantasme, c'était plus uniquement un fantasme. C'était un rêve devenu réalité. Tout à coup, je voulais mon nom à moi. Et en effet, c'est lorsqu'elle obtient son premier rôle à Broadway dans une pièce qui s'intitule Fair Game et qui sera un succès à sa sortie en 1947 qu'on lui dit que ça ne va pas être possible. Edna Ray Gillooly, on va lui rire au nez, c'est pas un nom d'actrice. Donc Edna se transforme en Helen et son Ray devient Mac Ray lors d'une soirée de brainstorming avec un créateur de cartoons des années 50. C'est en 1964 qu'elle va prendre le nom de Ellen Burstyn, du nom de jeune fille de la famille de son beau-père, alors de son 3e beau-père, parce qu'elle a eu plusieurs maris, qui était d'origine polonaise. Elle aura aussi encore un autre nom qui lui sera donné un peu plus tard dans la quête spirituelle qui l'anime et dans laquelle elle va suivre le responsable de l'ordre soufiste de l'Ouest américain, qui s'appelle Pir Vilayat Khan, et qui va lui donner le nom de Hadiya, qui veut dire « she who is guided », celle qui est guidée, et qui pourra devenir Hadi, donc le guide. On pourrait aussi ajouter à tous ces noms qui gravitent autour d'elle, entre lesquels se dessine sa personnalité à la fois de femme et d'actrice, la manière aussi dont elle a pu être confondue, dont elle a pu être en rivalité à de nombreuses reprises avec l'actrice Anne Bancroft, que vous connaissez peut-être de The Miracle Worker, de Arthur Penn ou du Lauréat. Elle a failli jouer la mère dans L'Exorciste. C'était le choix de William Friedkin se jouer entre les deux. Elle a failli jouer Alice dans Alice Doesn't Live Here Anymore. Il y a d'autres exemples aussi dans sa carrière. Et puis, Ellen Burstyn, dans une adaptation au théâtre de The Miracle Worker, a repris le rôle de Anne Bancroft. Donc encore un exemple de toutes ces identités qui gravitent autour d'elle, pour dire que ce n'est pas tant pour Ellen Burstyn ou chez elle la question d'une seule identité qui serait la sienne et qu'il faudrait figer dans un nom qui lui correspondrait, qui traverse cette biographie, que cette croyance qui est la sienne, cette certitude qu'on est plusieurs et qu'il faut apprendre à regarder et à vivre avec toutes ces identités, toutes ces entités qui nous habitent. Ces différentes identités, ces différentes versions d'elle-même qui traversent son histoire et qui parfois cohabitent à un même moment, cette quête ou cette réflexion sur qui elle est, on a souvent l'impression, quand on la lit et puis quand on compare le récit de sa vie avec ses films, qu'elle les explore à travers sa filmographie. Alors bien sûr, on peut penser à ce moment dans The Ambassador de Jack Lee Thompson, au tout début du film, où son amant, qui a l'air d'être son amant régulier, lui demande « mais en fait, t'es qui ? Je sais même pas quel est ton nom ». Et on retrouve différents exemples dans sa filmographie, et on retrouve d'une certaine manière ce mélange à la fois d'unité et en même temps d'exploration des multiples identités qu'il habite dans son personnage de Doris, dans Same Time Next Year, un film de Robert Mulligan de 1978, qui est l'adaptation cinématographique d'une pièce qu'elle a jouée pendant 3 ans à Broadway. Et ce film raconte l'histoire d'un homme et d'une femme, mariés mais pas ensemble, qui, une fois par an, pendant 25 ans, se retrouvent dans ce petit motel, dans cette petite
campagne où ils se sont rencontrés un peu par hasard au début du film. Et donc dans ce film, tous les 5 ans, voilà, ils se retrouvent, ils s'aiment, tout en faisant le point l'un avec l'autre sur l'évolution de leur vie professionnelle et familiale. Et donc on la retrouve tous les 5 ans avec des identités un peu différentes et parfois qui surprennent un petit peu cet amant. On la découvre donc femme mariée qui vient faire une retraite chez des religieuses. On la retrouve un peu plus tard hippie, femme enceinte, femme d'affaires et plus tard grand-mère, tout cela, voilà, cohabitant avec cette impression à la fois de toujours la même et en même temps toujours un peu différente. Et c'est vraiment fascinant quand on lit son autobiographie qui s'appelle « Lessons in Becoming Myself », c'est bien ça dont il s'agit pour elle, de voir comment la vie de ces personnages rencontre la sienne, comment elle se nourrit de sa propre vie, de sa propre histoire, dans toutes ses dimensions, à la fois tragiques mais parfois aussi drôles, pour habiter et construire certains de ses rôles. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont poussé, qui ont porté à ce degré-là d'imbrication, de confusion et d'influence réciproque la relation entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Donc on trouve, alors parfois c'est elle qui le raconte, parfois on s'en rend compte en faisant les liens par soi-même, de nombreux personnages dont certaines scènes de la vie sont nourries de moments précis de l'histoire d'Ellen Bernstein ou partagent avec elle un certain nombre de convictions. C'est peut-être là où c'est le plus flagrant, c'est avec le personnage de Alice, dans Alice Doesn't Live Here Anymore, mais pas uniquement. Par exemple, peut-être de manière plus anecdotique, son personnage de Doris, donc dans Same Time Next Year, on découvre que son personnage n'a jamais été diplômé du lycée. Or, c'est quelque chose qui est vrai aussi pour Ellen Burstyn, qui raconte qu'on lui avait demandé un jour d'animer avec Jerome Robbins, le chorégraphe de West Side Story, une cérémonie de remise de diplôme à des lycéens. Et puis on lui avait dit, Jerome Robbins, s'il n'a jamais été diplômé, est-ce que tu ne voudrais pas lui faire la surprise de lui donner un diplôme à titre un peu honorifique? Elle avait dit, mais moi non plus, je ne suis pas diplômée. Et donc on lui avait dit, tu en veux un aussi. Et donc ils s'étaient remis l'un à l'autre ce diplôme-là. Donc on a cette petite corrélation entre les deux. On peut penser aussi à son personnage dans Resurrection, qui est un film qu'elle a vraiment porté, je vous en reparlerai plus tard, mais qui s'appelle Edna May, là où elle s'appelait Edna Ray. Et puis dans Alice n'est plus ici, lorsqu'elle raconte dans sa vie plutôt, quand elle raconte la manière dont, après avoir quitté sa maison, elle erre de boutique en boutique à Dallas pour trouver une place de mannequin, ou quand elle raconte comment, à ce moment-là, comment une fois elle s'est énervée contre un vendeur qui lui faisait essayer beaucoup plus que de raison un ensemble de petites nuisettes, eh bien, on peut évidemment penser au personnage de Alice, qui va de bar en bar essayer de trouver un job de chanteuse et qui rembarre un des propriétaires qui lui demande de se retourner en lui disant « Non, mais j'ai pas besoin que je me retourne, c'est pas avec mon cul que je chante ». Ou alors cette autre scène où elle arrive devant ce propriétaire qui va finalement lui trouver un piano et lui donner un travail, et devant lequel elle éclate en sanglots parce que ça fait des minutes et des minutes pour nous, mais pour elle une journée entière, qu'avec ses beaux talons qu'elle s'était achetés, elle va de bar en bar et elle se fait un peu éjecter par tout le monde. De même, dans Alice n'est plus ici, quand elle raconte à Chris Christopherson, son nouvel amoureux, que c'est avec son frère, devant Le facteur sonne toujours deux fois, avec Lana Turner, qu'elle a découvert en fait, pour embrasser, il ne fallait pas garder les lèvres fermées, mais les ouvrir. C'est exactement le même récit qu'elle fait dans son autobiographie de comment son frère et elle, qui étaient persuadés tous les deux, donc il ne fallait pas entrouvrir les lèvres, se sont regardés un peu interloqués devant ce film en se disant « Ah, en fait, on avait tout faux ». C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et voilà, là aussi, dans Alice, qui est un film qui s'est construit sur un grand nombre d'improvisations entre les acteurs, eh bien, elle vient chercher chez elle, dans sa vie, la matière de son personnage. Enfin, dernier exemple, elle raconte dans son autobiographie comment elle a raccroché le téléphone après que sa mère, pour la première fois, lui ait dit qu'elle était fière d'elle, et elle a dit à la cuisine et au silence dans la cuisine qui l'entourait, c'était pas si difficile. Or ça, cette manière de parler dans le vide, de parler à des gens qui ne sont pas là, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à de nombreuses reprises dans ces films. On en verra tout à l'heure un exemple dans Requiem for a Dream.
Donc, alors il ne s'agit pas de dire que bon, c'est pas passionnant dans la vie de chercher, de traquer les endroits des films de Ellen Burstyn qui sont en relation directe avec sa vie, mais il y a vraiment quelque chose là qui raconte déjà sa méthode, ou sa méthode de travail et qu'elle va développer au contact de Lee Strasberg, qui consiste vraiment à travailler à partir de soi pour nourrir ses personnages. Et donc on va essayer de voir un peu aujourd'hui comment elle en est arrivée là, comment à tisser ce lien et cette ligne vraiment si cohérente entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Alors Ellen Burstyn, a priori, apparemment, elle a su assez vite qu'elle voulait être actrice, sans forcément être prise au sérieux, ni par cette... Et même une fois qu'elle est réussie, ni par sa mère qui était peu présente, qui a même envoyé ses enfants en internat parce qu'elle voulait pas que ses amants sachent qu'elle avait déjà des enfants et elle voulait pouvoir mentir un petit peu sur son âge, ni son père qu'elle a peu connu, qu'elle a retrouvé quand elle avait 19 ans, mais qu'elle a vite quitté pour fuir ses assauts sexuels. Donc Ellen Burstyn décide très vite qu'elle ne va pas rester chez elle. Le jour de ses 18 ans, elle s'en va. Et donc elle va chercher du travail en tant que mannequin, d'abord à Dallas, et puis elle va travailler dans une chorale à New York. Elle va devenir danseuse dans un show qui va la faire voyager de Boston à New York, à Montréal. Elle est heureuse d'appartenir au show business, d'appartenir à une troupe, à un groupe, mais elle se marie. Avec Bill, et Bill, il veut retourner vivre à Détroit, où ils habitaient avant, donc... Elle quitte New York pour revenir à Détroit, où elle ne travaille pas tout de suite, donc elle emménage avec son mari. Elle lit beaucoup pendant que son mari travaille. Elle raconte qu'elle écoute beaucoup la radio et qu'elle s'entraîne à essayer de reconnaître les compositeurs de musique classique qu'elle entend. Et puis, elle retrouve du travail. Vite, elle gagne plus d'argent que son mari, qui se met à rentrer un peu plus tard et un peu plus éméché. Et en fait, elle décide qu'elle veut retourner à New York. Et donc, elle repart à New York avec l'idée de faire venir son mari, que son mari la rejoigne un peu plus tard. C'est quand elle assiste à son premier show à Broadway, devant Barbara Del Guedes, qu'elle se dit que c'est ça qu'elle veut devenir et qu'elle peut devenir. Elle n'y est pas encore, mais elle va y arriver. Elle va devenir actrice. Et donc, elle continue à la fois son travail de mannequin qui lui apporte des revenus réguliers. Et puis, elle trouve un travail à la télévision dans le Jackie Gleason Show. Et elle décide en 1957 de tenter sa première audition à Broadway, et elle va raconter comment, au moment de sa première audition, comment elle s'est servie de son tract, pas de son tract du tout, de son tract tout court, pour jouer cette scène dans laquelle son personnage pénètre dans son premier appartement dans sa nouvelle ville, New York. Voilà ce qu'elle raconte. Donc elle est sur scène, elle auditionne et elle doit jouer ce personnage. Je me suis dit, ok, je suis dans mon premier appartement, c'est mon premier jour à New York. Et puis tout à coup, j'ai entendu très clairement une voix dans ma tête. Non, en fait, t'es sur scène au Ethel Barrymore Theatre et t'es sur le point d'auditionner pour ta première pièce à Broadway. J'étais un peu sous le choc. Oui, c'est vrai, c'est ça la réalité. J'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit, j'ai pas besoin de faire semblant de quoi que ce soit. Le sentiment que j'ai pour la situation réelle, être pour la première fois sur un plateau, sur scène à Broadway, en fait, c'est le même sentiment que celui de mon personnage qui a son premier appartement à New York. Et c'est donc rempli de ces vrais sentiments pour ce jour-là et de toutes ces implications dans ma nouvelle vie que j'ai commencé cette scène. Alors maintenant, la voix de qui m'a parlé à ce moment-là, bon, je pense que c'était la mienne, mais on aurait dit ma voix de maintenant. Maintenant est en 2007 quand elle écrit le livre. C'était la voix d'une actrice de la méthode. Ce que la voix disait, c'était le cœur de la technique que je n'apprendrai que des années plus tard, qui est en gros de trouver ce qui est vrai, ce qui est réel dans la situation du moment et d'être vrai à partir de ça. Autrement dit, ce travail à partir de cette matière intérieure, ce travail à partir du moment présent et de la situation présente dans laquelle on est, qui caractérisera en partie l'enseignement de Lee Strasberg à l'Actors Studio, c'est déjà intuitivement la façon dont Burstyn appréhende ses rôles, cet ancrage dans une réalité, cette nécessité de trouver en soi et dans le présent de la situation, dans le moment même du jeu, ce dont on a besoin pour le personnage.
c'est quelque chose qui est central dans la méthode, telle que Ellen Bernstein va l'apprendre et telle qu'elle-même va l'enseigner. Alors peut-être s'il faut faire un rappel rapide sur tant pis, sur ce qu'on appelle la méthode. Alors on devrait, avec un M majuscule, on devrait plutôt dire les méthodes, hein, mais c'est la manière dont l'enseignement ou le système du metteur en scène russe Konstantin Stanislavski a été dispensé sur le territoire américain. Il y a une tournée à la fin du 19e siècle de certains de ses élèves qui ont appris un peu ce système de Stanislavski et qui a imprégné et qui a donné qui a été digéré par un certain nombre d'acteurs qui l'ont ensuite dispensé en privilégiant selon les enseignants, certains points ou d'autres. Ce qu'on appelle le système de Stanislavski, c'est un ensemble de procédés psychotechniques qui visent à stimuler la créativité de l'acteur. C'est un système évolutif parce que Stanislavski a pu privilégier certaines dimensions à des moments de sa carrière et d'autres à d'autres, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est des réflexions et des exercices qui ont été pensés, on peut les diviser en deux grandes parties, hein. Il s'agit à la fois de préparer, de proposer un travail extérieur de l'acteur sur le rôle et sur lui-même, et aussi un travail intérieur sur le personnage ou sur l'acteur. Et donc, il y aura des gens comme Lee Strasberg qui travailleront plutôt cette dimension intérieure, d'autres comme Stella Adler, dont je vous parlerai plus tard, qui seront plutôt sur l'approche extérieure du rôle, le comportement du personnage ou des choses comme ça. Donc voilà, c'était une petite parenthèse si vous aviez besoin d'un rappel. Je reviens à cette première audition de Ellen Bernstein à Broadway pour continuer à dire de quelle manière, en fait, ce qu'elle va apprendre, ce sur quoi on va mettre des mots, c'était déjà des choses intuitivement présentes chez elle. Elle raconte que lors de sa dernière audition pour le rôle, elle doit jouer une scène qui se passe dans un restaurant, et elle s'est rappelé que quelques années auparavant, quand elle était dans un restaurant avec un collègue, et il y avait des violonistes gypsies qui étaient là, et donc elle repense et elle s'imprègne de ce moment-là. Et elle commence enfin, je ne sais pas très bien, je ne suis pas une actrice, donc comment on joue la femme un peu éméchée qui écoute de la musique, mais voilà, en fait, elle joue son personnage comme ça, et le metteur en scène se dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Et quelqu'un lui explique, mais en fait, elle écoute la musique tout en ayant bu. Et ça aussi, by the way, comme dit-il, c'est ça aussi, c'est du good method acting, c'est une manière d'imaginer, de créer la réalité sensorielle, pas seulement avec les mots. Ça venait d'un endroit dont elle ne savait pas, mais c'est quelque chose, le travail sur la mémoire, que ça soit donc la mémoire sensorielle ou la mémoire affective, c'est quelque chose qui va qu'elle va travailler encore plus à l'Actors Studio au contact de Lee Strasberg, mais c'est quelque chose qu'elle a déjà intuitivement en elle qui d'ailleurs dit une des chances qu'elle a dans son métier, c'est qu'elle a une très très bonne mémoire, et que donc dans sa mémoire, il y a plein de petits compartiments avec des émotions, et que quand on a besoin, elle va chercher dans ces petits tiroirs. Donc c'est déjà une actrice de la méthode avant même qu'elle ait rencontré la méthode. Dans les années, ces années 60, qui ne sont pas encore des années de cinéma, qui sont des années essentiellement de théâtre, mais pas que, ce sont des années à la fois fastes et compliquées pour elle. Elle travaille beaucoup à la télévision, au théâtre, à la radio, mais elle continue à avoir des fins de mois un peu difficiles et des contrats qui ne s'enchaînent pas toujours. Elle adopte un petit garçon en 1961, elle divorce en 1962, et elle se remarie en plus en 1964 avec un acteur qui s'appelle Neil Nephew, qui est un homme qui va très vite jalouser son succès, qui va commencer petit à petit à sombrer mentalement avec des hauts et des bas jusqu'à être diagnostiqué comme schizophrène. Et cet aspect de sa vie, ce mari schizophrène, violent et paranoïaque, c'est quelque chose qui va, pendant quasiment 20 ans, interférer toujours avec le reste, que ce soit avec son travail ou dans sa vie professionnelle. Même après qu'elle ait obtenu le divorce en 1970, c'est quelqu'un dont elle va toujours avoir peur, qui va surgir parfois dans sa vie privée, parfois sur les tournages. Même après qu'il ait été interné, il s'évade, il vient perturber. Et
voilà, je parlerai tout à l'heure de la manière dont on retrouve ce personnage dans un de ses films, mais il faudra attendre le suicide de cet homme en 1968 pour qu'elle s'épanouisse un peu plus dans son travail et dans sa vie de femme. Donc voilà, des rôles par-ci, par-là, dans des endroits un peu différents. Elle a quand même envie d'un rôle au cinéma, qu'elle n'a toujours pas trouvé. Alors, elle est embauchée sur Goodbye Charlie de Vincente Minnelli, qui est un film qui sortira en 1964, qui n'est pas une bonne expérience pour elle. Elle raconte qu'elle a l'impression d'avoir été là uniquement pour être humiliée par le metteur en scène. Elle dit que parfois il y a des acteurs comme ça, ils sont choisis juste pour que le metteur en scène se défoule sur eux. Elle a l'impression d'avoir joué ce rôle-là sur le film. Elle raconte la manière dont Minnelli disait le texte en même temps qu'elle pour qu'elle prenne son rythme à lui, ce qui lui donnera le sentiment qu'en fait elle joue la performance que Minnelli aurait donné du rôle, mais pas qu'elle n'est pas autorisée à donner sa propre performance du personnage. Et Ellen Burstyn, c'est quelqu'un, on va le voir notamment dans Requiem for a Dream, mais qui appréciera particulièrement les metteurs en scène qui cherchera surtout les metteurs en scène qui vont lui laisser de la place, qui vont lui laisser un espace de proposition, d'expérimentation et de création. Et c'est quelqu'un qui aura à cœur de changer certains éléments de ses personnages, qui aura en tout cas toujours son mot à dire sur les rôles eux-mêmes et parfois même sur la manière d'être filmé dans certaines scènes. Elle est toujours aussi avide d'apprendre, alors pas simplement le nom des compositeurs de musique classique, mais d'apprendre encore plus dans son métier. Et donc elle va commencer à suivre les scene classes de Stella Adler, qui va ensuite l'inviter à rejoindre ses techniques classes. Vous allez voir, même avec Lee Strasberg, il y a toujours des termes et des noms de classes ou d'ateliers extrêmement précis et extrêmement décomposés. Alors Stella Adler, c'est une des enseignantes de la méthode qui est connue pour son travail avec Marlon Brando. Brando dit « je dois tout à Stella Adler ». Elle a travaillé aussi avec Robert De Niro. Elle, c'est une adepte de Stanislavski, deuxième période, celle où après qu'il ait défendu la primauté du travail intérieur de l'acteur sur le rôle, il va au contraire dire que ce qui compte d'abord, ce par quoi l'acteur doit commencer son travail, c'est sur l'apparence, sur le maquillage et puis aussi sur la ligne des actions physiques, sur le comportement, sur ce que fait son personnage. Adler rencontre Stanislavski en Europe en 1934 et c'est forte de ce changement et qu'elle va revenir, ouvrir sa propre école et donc avoir un certain nombre d'acteurs sous sa... qui vont suivre son enseignement. Donc Ellen Burstyn, elle suit les cours de Stella Adler. Elle va aussi suivre les cours de l'acteur Jeff Corey, qui était un acteur qui a été blacklisté au début des années 50 et donc jusqu'en 1962 à peu près. Et comme il ne peut plus jouer, eh bien, il va se tourner vers l'enseignement. Elle dira qu'avec lui, elle va explorer des dimensions un peu plus sombres d'elle et de certains personnages. Elle a jusqu'à présent été plutôt dirigée dans des comédies un peu légères. Et si j'ai une occasion de le dire maintenant, je le dis maintenant. C'est quelqu'un de très drôle, Ellen Burstyn, dans les films et même dans la vie. Donc Jeff Corey, c'est aussi quelqu'un qui s'inspire en partie de Stanislavski, mais qui ne privilégie pas chez lui les mêmes éléments que Strasberg. Par exemple, chez Jeff Corey, il n'y a pas d'exercice de relaxation, pas de travail de concentration ou de travail sensoriel sur le rôle. Chez lui, c'est tout de suite la scène. Donc l'acteur commence et il fait la scène. Et à partir de là, quelle qu'a été la qualité de ce travail-là, des exercices d'improvisation. Et ça, c'est quelque chose que chérira beaucoup Ellen Burstyn. En 1964, elle arrive enfin au cours de Lee Strasberg avec son mari. Elle suit les private classes de Lee Strasberg. Elle suit aussi un cours avec la femme de Lee Strasberg, Paula Strasberg. Donc, c'est des cours qui ont lieu 2 fois par semaine. Là, il y a à la fois des exercices et puis des cours qui consistent à du travail sur des scènes. Alors, elle raconte que la première fois qu'elle est rentrée dans la classe de Lee Strasberg, elle n'a rien compris. C'est un plateau, il y a des gens partout. Il y a un type qui faisait le poulet ou le pigeon. Il y a une dame qui fait semblant de prendre une douche. Il y en a une autre qui se regarde devant un miroir. Elle essaie de se retenir de rire, et puis elle dit tout à coup, Lee Strasberg arrête tout, et là, à chacun, il va dire ce qui va
ou ce qui ne va pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans les témoignages sur le travail de Strasberg, cette capacité qu'il avait. Il ne s'agit pas d'enseigner une méthode qui conviendrait à tout le monde, mais de voir chez chacun ces blocages, c'est les endroits où il pourrait travailler et avec quels instruments, avec quels outils, avec quel type d'exercice le faire travailler pour débloquer tel ou tel élément. Donc ça, c'est quelque chose qui impressionne Ellen Burstyn et c'est quelque chose que certains observateurs d'Ellen Burstyn à l'Actors Studio pourront dire une qualité qu'elle a aussi dans son travail avec ses élèves. Alors, Ellen Burstyn raconte aussi, parce que vraiment, Lee Strasberg, quand on l'écoute, il a vraiment changé sa vie. Et donc, elle raconte qu'un jour, elle a été observée par Lee Strasberg, elle a eu un retour sur son travail par lui. C'était un jour où il fallait faire l'exercice du petit déjeuner. Donc, il faut être sur le plateau et puis il faut faire ce qu'on fait au petit déjeuner. Donc, il y en a qui se font un jus d'orange, il y en a qui se font... Enfin bref, vous savez ce que c'est un petit déjeuner. Donc, elle se prépare un café et elle est assise avec sa tasse de café dont elle essaye de faire les contours avec son travail de mémoire sensorielle, de me faire comprendre que le café est trop chaud ou pas assez. Et puis, elle dit, voilà, et puis j'ai senti dans le coin de mon regard qu'il est en train de me regarder et que ça allait être mon tour. Et... il en vient à lui faire comprendre qu'elle fait les choses trop parfaitement et qu'elle a le droit de se tromper. Ellen Burstyn raconte qu'elle a pleuré pendant 2 semaines après les phrases que lui a dites Lee Strasberg et que ça a été pour elle une libération, qu'elle a compris avec lui à ce moment-là qu'en fait depuis toujours elle était obsédée par la perfection, par le besoin, le sentiment qu'elle devait être parfaite. Évidemment elle ne l'était pas et du coup elle passait son temps à essayer de le cacher avec différents stratagèmes. Et donc voilà, elle explique que Strasberg lui a pas tant appris une nouvelle manière de jouer que vraiment une nouvelle manière d'être, une manière d'être elle-même, d'être juste elle-même, et c'est déjà très bien, et c'est pas grave du tout, et dont va ensuite découler une manière de jouer. Donc vraiment, la rencontre avec Strasberg est une libération à la fois personnelle et puis dans le travail, dans le rapport au jeu. Elle va, donc là, elle suit d'abord les classes de Strasberg, et puis en 1967, donc 3 ans plus tard, elle se décide enfin à auditionner pour intégrer véritablement, être membre à part entière de l'Actors Studio, mais il lui fait 3 ans pour penser qu'elle en est capable, qui est vraiment, à l'époque, le lieu, elle dit le source of acting development, c'est l'endroit mythique où on apprend, on développe ses qualités de jeu. C'est une période aussi, pour elle, d'engagement politique. Elle étudie l'histoire du Vietnam, elle est dans un certain nombre de manifestations, une période aussi de déménagement, puisqu'elle va quitter New York pour Los Angeles pour suivre son mari, donc elle va intégrer l'Actors Studio Los Angeles qui est ouvert par Bruce Dern. Donc vous voyez que c'est quelqu'un, c'est effectivement une actress studio, mais c'est quelqu'un surtout qui se nourrit de beaucoup de manières et beaucoup de... Comment ? Ça fait pas 1 heure que je parle. D'accord, mais vous n'êtes pas obligé de rester si je vous ennuie. Non, mais... Donc, Ellen Burstyn, il va y avoir un extrait dans pas longtemps si vous voulez patienter 3 minutes, mais sinon, vraiment, n'hésitez pas à partir. Donc, c'est quelqu'un, donc c'est une actrice de la méthode, mais pas que la méthode Strasberg. Je veux dire, elle a expérimenté différents types d'exercices de ce système de... Stanislavski avec Jeff Corey, Bruce Dern, Lee Strasberg ou Stella Adler. Elle est toujours en attente d'un rôle au cinéma. Elle pense peut-être l'avoir quand elle est auditionnée pour un film de Mark Rydell qui s'appelle The Reverse, dans lequel Steve McQueen a le premier rôle. Elle est le choix du réalisateur, mais pas le choix de Steve McQueen. Et il a ce qu'on appelle le casting approval, donc c'est pas encore cette fois-ci. Finalement, ce premier rôle, elle va l'avoir, et un premier rôle qui va en entraîner d'autres. C'est le rôle de Beth dans Alex in Wonderland de Paul Mazursky en 1970, dans lequel elle joue l'épouse d'un réalisateur qui est en manque d'inspiration après son premier film, son premier succès, qui est joué par
par Donald Sutherland. Et l'année suivante, et ça va être mon extrait bientôt, elle va jouer dans The Last Picture Show de Peter Bogdanovich. Elle auditionne d'abord pour un rôle précis, le rôle de Geneviève, la serveuse. Et puis en lisant le scénario, elle se rend compte qu'il y a 2 autres rôles en fait, qu'elle pourrait jouer. Elle pourrait jouer le rôle de Ruth, l'épouse de l'entraîneur de baseball, et aussi le rôle de Lois, qui est une femme plus forte, et ce qui est le rôle qu'elle voudrait jouer. Alors Bogdanovich lui dit assez vite qu'elle va avoir un rôle dans le film, elle ne sait pas trop lequel. Il lui dit non mais tu te fais celui de Ruth, donc celui qu'elle ne veut pas. C'est lui le Academy Award role, mais elle n'en veut pas. Elle sera bien Lois. Et petite parenthèse avant l'extrait. C'est quelqu'un qui a peu d'appétence pour les récompenses. Elle n'est pas allée quand elle était nommée et qu'elle aura l'Oscar pour Alice n'est plus ici. Elle n'ira pas. C'est Scorsese qui le récupérera pour elle. Et même quand Scorsese l'appellera de Cannes en lui disant si tu viens, tu as le prix d'interprétation. Voilà, elle ne viendra pas. Il y a vraiment chez elle l'idée que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'écran et que c'est un travail, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail d'équipe. Donc, on va découvrir dans un court extrait son personnage dans The Last Picture Show. On l'a vu juste un tout petit peu auparavant. Elle joue la mère du personnage de Sybil Shepherd. Donc juste avant, on l'a vu arriver en voiture pour dire à sa fille de ne pas rentrer trop tard ce soir, et elle en a profité pour faire un doigt d'honneur à son amant. Et là, on la retrouve donc chez elle, qui s'ennuie avec son mari qui dort déjà devant la télé, et elle va aller voir sa fille dans sa chambre. Voilà, je vous laisse découvrir, admirer Ellen Burstyn, et puis ensuite on parle de cet extrait. Now, here's a tune that's been on the pop hit list for a number of weeks. You listen and tell us the name of this one. Our comment, their sails are in sight. What is it? What is it, huh? Here it is. Shrimp balls. You got it. Very good, Carlos. You were in on that, too. All right, there's $120. We're going along fine. Now we come to City Limits. This is Geographic. Keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Guess you hate me tonight, huh? Oh, Mama, you know I love you, but I love Dwayne, too, even if you don't like it. I don't care. I just hate to see you marrying, that's all. You wouldn't be rich anymore, and in about I don't 2 care months, about money, he'd stop not at flattering all. you. Well, you're pretty stupid, then. Well, you married Daddy when he was poor, and he got rich, didn't he? Scared your daddy into getting rich, beautiful. Well, if Daddy could do it, Dwayne could, too. Not married to you. You're not scary enough. Well, you're rich and you're miserable. I sure don't want to be like you. Not much danger of that. You slept with him? Mama! We'll go to the doctor sometime and arrange something so that you don't have to worry about babies. You do have to be careful of that, you know. But, Mama, it's a sin, isn't it? Unless you're married, you know I wouldn't do that. Don't be so mealy-mouthed. I thought if you slept with him a few times, you might find out that there isn't anything magic about him. Then we can send you away to a good school. But and I you don't can marry want to some leave. wealthy boy. Why can't I just stay here and go to college in Wichita Falls? Because everything is flat and empty here. And nothing to do. Can I have some of that? Help yourself. Don't you have any? Well, yeah, but I feel like smelling good right now. Don't you ever feel like doing anything right now? You ought to leave your face just like that. All you really need now is a little eyebrow pencil. Okay, good night. Just remember, beautiful, everything gets old if you do it often enough. So if you want to find out about monotony real quick, marry Dwayne. Number one hit in the country, right here on KTRN, your mutual station in Wichita Falls. Our old friend Hank Williams wrote that, you know. You're with us on Strike It Rich and the Audience with a Heart. Say, if you like being one of our Audience with a Heart, I'd like to remind you that we're on television every day. That's right, every day, Monday through Friday at 11:30 a.m. New York time. Also, every morning, Monday through Friday, we're on radio on another network. Just look at your paper for time and station. And every Wednesday night at 9 o'clock, right back here on television again. Now, the Colgate Palmolive Beer Company invites you to write us for tickets. All you have to do is write to Strike It Rich, Box 500, Grand Central Annex, Hello. New York 17. Abilene, you asleep? Good luck. No. Feel like company? Is Warren Hall. Well, I thought I'd drive out, see how my well is coming. Drill hard. Better at all wells anyway. Before we continue Strike It
Rick, I want to remind you to look for one of your favorite programs. I know it's one of mine. The whole family always watches the Colgate Comedy Hour Sunday night. Donc, plusieurs choses sur cet extrait, avant d'en voir un autre. Ce personnage de mère un peu désabusée, dont les rêves et les désirs n'ont pas survécu à cette réalité d'avoir à élever un enfant, de s'assurer une sécurité financière, et cette mère qui veut pour sa fille mieux que ce qu'elle a eu, et qui se sent déjà devenir vieille, elle n'a que 39 ans quand elle joue ça, c'est un personnage qui va traverser sa filmographie de ce rôle à Requiem for a Dream, en passant évidemment par Alice dans Alice n'est plus ici. Ce qu'on a ici aussi et qu'on va retrouver dans différents films et dans différents genres, c'est pour rendre compte de cette vieillesse, de ce problème du personnage avec le fait de vieillir, c'est à la fois la présence du miroir et la présence aussi de personnages féminins plus jeunes avec lesquels se comparer. Quelques exemples ici, dans The King of Marvin Gardens, son film suivant de Bob Rafelson, dont on verra un extrait juste après, quand son personnage est en train de se rendre compte que l'homme avec lequel elle est, en fait, s'intéresse désormais plus à sa belle-fille qu'à elle-même. Elle est en train de préparer toutes ses affaires pour les brûler, et elle s'avance donc vers cette salle de bain où on va retrouver son reflet, en même temps qu'elle explique ce problème de vieillesse, cet âge qui arrive et cette poitrine qui désormais est un peu tombante. Ce qu'on a aussi dans l'extrait que vous avez vu et qu'on va retrouver dans d'autres films de son œuvre, c'est le fait que son personnage passe dans l'ombre. Vraiment, voilà, c'est souvent les actrices et puis les stars aiment être montrées plutôt dans la lumière. Là, je vous ai remis le photogramme de ce moment où elle s'approche, où elle s'avance vers sa fille. Un peu plus tard dans le film, où elle va prendre un autre coup de vieux parce qu'elle va découvrir que sa fille couche désormais avec son amant à elle. Mais là aussi, elle va avoir un passage comme ça par le noir qu'on retrouve aussi dans un film plus récent, où elle joue encore une mère qui donne tout pour son enfant, The Yards de James Gray. Ce qu'on a aussi ici et qu'on retrouve souvent, c'est un mélange à la fois de vulgarité, de trivialité. Alors, je n'ai pas mis la réplique finale aussi à son amant. La scène juste avant, on l'a vu faire un doigt d'honneur à cet amant qui la repousse parce qu'il préfère aller voir ses puits. Mais là aussi, dans cette manière d'être assise complètement avachie dans son canapé, cet accent aussi qu'elle appuie particulièrement, le fait qu'elle boive puis elle se resserre à boire, qui est quelque chose qui pourra caractériser d'autres personnages joués par des actrices du studio et qu'on peut aussi apparenter à un certain naturel ou à un certain réalisme. On ne se tient pas toujours très bien et très droit dans son canapé, surtout quand on s'ennuie, et un certain réalisme qu'on va retrouver dans des positions dans les films qui ne sont pas habituellement celles dans lesquelles on voit les stars. Je pense à quand on la voit sur les toilettes à l'arrière-plan dans The King of Marvin Gardens, ou les jambes écartées en train de se laver les pieds, ou s'épilant dans Alice n'est plus ici. Ce qu'on a aussi dans ce personnage et qui va caractériser l'actrice dans d'autres rôles, c'est quand même une certaine sensualité qui passe par le fait de se toucher, que ça soit se toucher les cheveux, le cou, le fait de se parfumer, une manière d'attirer les regards vers ce corps et vers cette apparence. C'était vraiment une très belle femme, Ellen Bernstein. Et puis aussi une manière un verbe très cru, une manière de parler de sexualité, d'affirmer son désir, qu'on retrouvera aussi dans d'autres de ses films. Ce qu'on a aussi ici et qui caractérise d'autres personnages et d'autres actrices et acteurs issus de l'acteur studio, c'est une capacité à faire se succéder, voire à faire cohabiter dans une même scène ou à un même endroit de jeu un panel d'émotions contradictoires, ou les contradictions d'un personnage ou les différentes identités qui l'habitent. Je pense ici à son côté, elle est à la fois une mère qui conseille sa fille et qui l'aime, et en même temps elle est elle-même un petit peu gamine dans certains aspects. Il y a ce moment où elle tient le doudou de sa fille, mais il y a aussi cette espèce de moue qu'elle fait, et puis mais t'as pas envie de quelque chose là maintenant tout de suite, comme peuvent parfois le réclamer capricieusement les enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve
de nombreuses reprises chez elle, une capacité à incarner différentes émotions contradictoires en même temps ou à les faire se succéder. Pour vous rendre ça un petit peu plus palpable, on va regarder un autre extrait, un extrait donc, de The King of Marvin Gardens de Bob Rafelson. Elle joue le personnage de Sally, donc, qui vient de comprendre que son homme lui préfère désormais une femme plus jeune, sa belle-fille, à elle. Et donc c'est une scène très symbolique où sur la plage, elle a constitué un grand bûcher et elle est en train de brûler tout ce qui constituait les accessoires de sa vie d'avant où elle pensait encore être une belle femme désirable. Donc elle jette plein de vêtements et dans l'extrait que vous allez voir, elle enterre aussi son maquillage avant de signer vraiment définitivement cette transformation qu'elle accepte en se coupant les cheveux. Donc on regarde cet extrait et moi ce qui m'intéresse c'est surtout, même si on parlera d'autre chose, c'est la succession des émotions qui me semble on peut lire sur son visage au moment où elle commence à se couper les cheveux. Voilà, je vous laisse regarder puis on en parle. Wait a minute. It's my eye. Dearly beloved, we are gathered here today to lay sweet Maybelline in her final resting place in the sand. It's my eyeliner, eyeshadow, and eyelashes. Do you know that eyelashes are made out of real animal fur? They are, really. Honest, Jace. Minks. I've been walking around for 20 years with little minks on my eyelids. May I greet the morning as I am, with my own naked face. Sally, come on, let's go now and run some of that energy off. Come on, sweetheart, there's nothing left to throw into the fire. Yeah, I just want to sit here. I don't want to run. Sally, please come run with me right now. Come on. Come on. Come on. I'll go slow. Come on. Alors, plusieurs petites choses sur cet extrait. Alors, des choses qui la touchent elle, mais qu'on peut dire que sur d'autres acteurs de studio. D'abord, le rôle symbolique des objets, c'est quelque chose qui sera beaucoup développé par Strasberg, mais ici, voilà, symboliquement, on enterre l'eyeliner, tous ces éléments qui lui permettaient d'embellir ses yeux, de masquer cette vieillesse que désormais elle accepte. Ce qu'on a aussi ici par le dialogue et qu'on retrouvera chez d'autres acteurs et personnages, c'est la relation entre le personnage et un animal. Donc ici,
Ici le vison, la première fois qu'on l'a vu dans le film, hein, elle apparaissait comme ça devant Jack Nicholson sur le quai de la gare, voilà, habillée presque en cheerleader avec ce manteau de fourrure. Donc elle est, ce vison qu'elle met sur ses yeux, elle l'a aussi porté dès le début du film. Et donc c'est aussi une certaine dimension d'elle, hein, qu'elle enterre avec cela. Et puis et donc ça, c'est quelque chose, enfin, ce rôle symbolique des objets, cette relation entre le personnage et un animal, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup. Alors, on a peut-être plus parlé avec les acteurs qu'avec les actrices, mais chez les acteurs, chez les acteurs et personnages de l'acteur studio, je pense évidemment à la scène du gant sur les quais avec Brando, sur la relation avec l'animal. On peut penser, si vous voyez Alice n'est plus ici tout à l'heure, le personnage de Harvey Keitel qui se compare à un scorpion, hein, qu'il a en plus en pendentif. Hein, je suis comme les scorpions, hein, tu me fais rien, je te fais rien, mais tu m'embêtes. Je sais pas si le scorpion fait ça, mais je te mords. On peut penser aussi à Pacino et son chien dans Serpico qui évolue physiquement de la même manière. Ce qu'on a aussi ici et qu'on retrouve dans un certain nombre de performances, qui est parfois même un peu attendu dans un certain nombre de performances de l'acteur studio, c'est la transformation physique réelle. Hein, il ne faut pas se louper dans ces scènes-là. Et on peut penser évidemment au changement physique de gens comme Robert De Niro. Donc des choses qu'on a pu dire sur d'autres, on les retrouve pleinement ici dans son travail sur le rôle. Et puis l'élément quand même principal qui m'a amené à vous proposer cet extrait, c'est cette scène dans laquelle, alors qu'elle se coupe les cheveux, il m'a semblé voir se succéder un certain nombre d'émotions un peu différentes, parfois avec un petit va-et-vient, à la fois commence à se couper les cheveux et puis un sentiment d'inquiétude, d'étonnement d'être en train de le faire, de joie, voire un peu d'euphorie, puis d'une manière un peu compulsive de continuer avant l'apaisement, les yeux fermés, qui nous donne l'impression que confirme ce beau coucher de soleil, que ça y est, elle s'accepte elle-même telle qu'elle est. Le gros projet suivant après ce film de Bob Rafelson, c'est L'Exorciste de Friedkin. Elle a lu le livre et elle considère que le rôle de la mère lui irait très bien, et surtout que c'est un rôle challenging, c'est le mot qu'elle utilise. Elle est en concurrence avec Anne Bancroft et puis c'est elle qui obtient ce rôle. Regardez alors souvent dans les films d'horreur, on ne regarde pas forcément les performances des acteurs, surtout ceux qui peuvent donner l'impression d'être des personnages secondaires. Mais il me semble que regarder le film et certaines scènes du film en portant une attention particulière à ce qui fait justement Ellen Burstyn, qui joue la mère de Regan, qui est possédée par un esprit démoniaque, permet de ce que sa manière de jouer acteur studio peut apporter dans un film de genre, hein, le réalisme en fait qu'elle peut apporter, qui permet d'accepter le côté un peu fantastique de tout ça. Et alors la scène qu'on va regarder va nous permettre de nous intéresser à deux éléments qui n'en font peut-être qu'un, caractéristiques de son jeu, et qui ici se déploie de manière particulièrement privilégiée. C'est donc à la fois les mains, hein, son travail sur les mains, et son utilisation, qu'on va voir un peu plus précisément, des objets. Ellen Burstyn, c'est une actrice il me semble, une actrice du toucher, une actrice tactile, une actrice vraiment physique, et qui s'ancre comme ça ce travail, à mon avis, s'ancre dans sa volonté de réalité. Dans les films, elle touche tout le temps les visages des autres, les visages de ses partenaires, le sien aussi. Alors, une manière de toucher son corps qui peut faire naître une certaine sensualité, avec ce qui me semblait, en tout cas, émaner de l'extrait qu'on a vu de The Last Picture Show, mais qui peut aussi donc participer de cet ancrage dans le réel et dans le présent, hein, qui est vraiment cher à cette actrice, notamment dans des films qui possèdent une dimension fantastique. Je pense à L'Exorciste, ou spirituelle, par exemple dans Résurrection, comme si, pour que on puisse croire dans ces personnages qui souvent dans ces films commencent à s'interroger sur une réalité autre
que celle qui leur est et qui nous est directement palpable, qui commence à s'ouvrir à une appréhension du monde un petit peu différente, et ben, il fallait qu'ils soient en même temps bien présents au monde et à leur propre cœur aussi, mais corps surtout. Donc elle utilise beaucoup ses mains pour dire la peur, en les mettant sur son visage, que ce soit dans Alice quand elle est agressée par Harvey Keitel ou dans L'Exorciste. La tristesse aussi, avec souvent l'utilisation du mouchoir, c'est ce qu'on va voir par exemple tout à l'heure, mais on a aussi... souvent ses mains jointes pour dire la prière. Vous avez ici différents extraits, j'ai pas mis les titres, mais donc dans The King of Marvin Gardens en bleu, dans L'Exorciste, et puis dans Résurrection tout en bas. Ces mains qui lui servent aussi à dire ou à faire passer le sentiment amoureux, ou en tout cas la manière dont elle peut être touchée par autrui, donc vraiment l'amour au sens vraiment large, avec Chris Christopherson dans Alice n'est plus ici, avec Robert Mitchum dans The Ambassador, ou avec Mark Wahlberg dans The Yard. C'est probablement pas complètement un hasard qu'elle ait porté un film qui s'appelle Résurrection, qui commence, dans lequel donc sa main, son toucher guérit les gens, et qui, quand son nom apparaît au générique, hein, il est accompagné d'une main, hein, donc comme si les mains de Burstyn venaient ainsi poser question. Ce rôle des mains et de la fonction du toucher va aussi amener va aller en tout cas avec un certain type de personnages, des personnages de mères, mais pas que, qui sont des personnages empathiques, qui vont prendre sur eux, par ce toucher justement, incorporer presque vraiment littéralement la souffrance des autres. Alors je vous ai mis 2 exemples ici, dans L'Exorciste, la scène qui précède, c'est celle qu'on va regarder tout de suite, où Regan, donc sa fille, a une nouvelle crise, et un des médecins lui donne une gifle pour la calmer, et c'est elle qui hurle. Hein, c'est pas sa fille elle serre les dents, mais c'est elle qui hurle, comme si c'était elle qui venait d'être giflée. Et l'autre extrait, les 2 autres photogrammes que je vous ai mis, c'est dans Résurrection, où donc son toucher est guérisseur, et dans la scène que vous voyez en partie ici, hein, elle prend dans ses bras, elle vient toucher une femme qui est atteinte d'une maladie osseuse qui la déforme et la paralyse, et petit à petit, c'est Ellen Burstyn qui vient avoir son visage, alors je ne sais pas à quel point c'est lisible, mais voilà, vous voyez peut-être sa bouche qui est en train de se déformer, et le reste de son corps aussi prend des positions assez improbables, et elle vient comme ça incorporer cette souffrance et cette maladie du personnage. Donc comme si, il me semble qu'il y a un lien entre cet élément de jeu privilégié chez elle et les personnages qu'elle vient incarner. Donc on va regarder un extrait de L'Exorciste. Donc sa fille vient d'avoir une nouvelle crise, hein, durant laquelle la voix du démon qui l'habite a proféré des insanités. Sa mère a été sortie de la pièce par les 2 médecins qui sont là et qui ont fait une piqûre à sa fille pour la calmer, et elle attend assise dans les escaliers la sortie des médecins. Ce qui m'intéresse dans cette courte scène, vraiment fait 2 minutes, c'est ce qu'elle fait avec ses mains et ce mouchoir qu'elle tient, pour voir comment ces objets qu'elle touche et ce qu'elle en fait racontent une histoire, l'histoire intime de son personnage et de ce qu'il est, de toutes les émotions qu'il est en train de traverser, par lesquelles il est en train de passer. Donc voilà, on regarde un extrait de L'Exorciste. She's heavily sedated. She'll probably sleep through tomorrow. What was going on in there? How could she fly off the bed like that? Pathological states can induce abnormal strength, accelerated motor performance. For example, say a 90-pound woman sees her child pinned under the wheel of a truck, runs out and lifts the wheels a half a foot up off the ground. You've heard the story. Same thing here. Same principle, I mean. So what's wrong with her? We still think the temporal lobe. Oh, what are you talking about, for Christ's sakes? Did you see her or not?
She's acting like she's fucking out of her mind, psychotic, like a split personality or... There have been more than 100 authentic cases of so-called split personality, Mrs. McNeil. Now I know the temptation to leap to psychiatry, but any reasonable psychiatrist would exhaust the somatic possibilities first. So what's next? Do more encephalogram, I would think, to pin down that lesion. It will involve another spinal. Oh, Christ. What we missed in the EEG and the arteriograms could conceivably turn up there. At least it would eliminate certain other possibilities. Alors, donc plusieurs choses sur son mouchoir et sur ses mains. Donc on a un personnage qui est cette mère qui est d'abord qui semble calme et posée à la fois dans la manière dont elle se tient et dans la voix, enfin dans le ton de la voix avec lequel elle parle, mais ce sont bien les triturations du mouchoir par ses mains qui laissent comprendre, qui laissent apparaître la nervosité et puis évidemment les pleurs aussi qui viennent d'avoir lieu et que ce mouchoir contient. Donc le jeu avec l'objet, le jeu avec le mouchoir, avec l'accessoire, permet de montrer que derrière ce ton calme et ces questions très pragmatiques, eh bien, elle est nerveuse, voire un petit peu en panique. Et dans la dernière partie de l'extrait, le mouchoir n'est plus tenu par ses deux mains, il est serré dans un point. Et là aussi, on peut y lire ou y comprendre, consciemment ou pas, une évolution du personnage, comme si, eh bien, maintenant, c'était la colère qui avait pris la place sur la tristesse et qui va se transformer, dans un dernier temps, en souffrance, avec ce point qui vient tenir se poser contre son ventre, la souffrance de la mère pour sa fille, avec ce point donc serré sur le ventre qui a porté son enfant. Donc c'est ce qu'elle fait avec ce mouchoir, qu'elle le triture ou qu'elle le serre dans la main, raconte l'évolution des émotions qui la traversent, en tout cas permet de les comprendre. Et puis il me semble que ce que fait aussi ce mouchoir, c'est qu'il permet, il oblige en tout cas, il permet de lier ces deux mains, et donc il permet d'unifier ou de contenir ce corps. Et quand ces mains ne se tiennent plus, quand il y en a une qui serre le mouchoir dans un point et l'autre qui est vide, et c'est à ce moment-là qu'elle va exploser. Et ça aussi, la scène d'explosion, c'est quelque chose, c'est une marque un peu caractéristique de l'acteur studio. Gilles Deleuze, dans l'image mouvement, l'a un petit peu assez bien résumé. Alors, il développe plusieurs pages sur les acteurs de l'acteur studio et sur ce couple imprégnation-explosion, en même temps qu'il tisse un lien, on en reparlera, entre le jeu de ces acteurs et la mise en scène. Dès le début, dit-il, les règles de l'acteur studio ne valent pas seulement pour le jeu de l'acteur, mais aussi pour la conception et le déroulement du film, ses cadrages, son découpage, son montage. On doit conclure de l'un à l'autre, du jeu de l'acteur réaliste à la nature réaliste du film et inversement. Or, c'est peu dire que l'acteur n'est jamais neutre et qu'il n'arrête pas. Quand il n'explose pas, il s'imprègne et ne reste jamais tranquille. Donc il y a ici quelque chose aussi de ce mélange d'imprégnation. On contient jusqu'à l'explosion du personnage. Et par rapport à cette idée de lien entre le jeu de l'acteur et la mise en scène, on voit bien ici qu'une partie de l'économie de cette scène, après donc, la scène de débordement de Regan, réside dans le fait de retrouver du calme, de la raison, et donc de se contenir à la fois physiquement, mais aussi verbalement, puisqu'on a aussi ces plans où on voit le personnage de la mère qui a les doigts sur la bouche ou qui a la main entièrement sur cette bouche, comme si il fallait pas que ça sorte. Et cette idée qu'il faut contenir quelque chose, finalement, c'est déjà présent dès le début de la scène, qui nous situe derrière les barreaux, au-delà desquels se trouve cette porte fermée dans laquelle se trouve Regan. Donc il y a bien cette idée de tenir un petit peu, de garder enfermé, de tenir un peu à l'écart. Et on l'a aussi
ici. Là, dans ce choix de plan un petit peu étrange, où on ne voit pas Ellen Burstyn très clairement, il y a le bras de ce médecin qui vient cacher une partie de son corps. Donc, c'est un élément qui me semble important de mettre en avant, cette manière dont le jeu de l'acteur, il va de pair, il s'accompagne, il se nourrit. On pourra voir tout à l'heure aussi comment parfois il déclenche un type de mise en scène dans la logique, dans la logique globale d'une scène et de ce qu'elle doit raconter. Pendant le tournage de L'Exorciste, qui va être un grand succès et vraiment participer à faire d'Ellen Burstyn une star, elle est contactée via son agent, puisque la Warner, donc, qui produit le film, a vu les rushs et a envie de faire un film avec elle. Un nouveau film avec elle, donc elle dit d'accord, et on lui envoie un certain nombre de scénarios, et elle explique que ça a été riche d'enseignements de lire tous ces scénarios. Chaque femme, dans ces histoires, était soit une victime, soit la femme compréhensive d'un héros qui est allé sauver le monde, ou alors une prostituée, ou un autre genre d'objets sexuels. Il n'y avait aucun scénario dans lequel la femme était le protagoniste principal. C'était des histoires sur des hommes, et les femmes jouaient un rôle dans l'histoire de l'homme. Mais ce n'était pas ce que je vivais moi, ce n'était pas ce que je vivais dans mon époque. Il y avait un mouvement, une énergie qui était en train d'embraser la conscience des femmes. Je le voyais tout autour de moi, c'était en train de m'arriver aussi, et je voulais faire un film à propos de ça. Donc encore une fois, ce lien entre ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, peut-être pas uniquement en tant que personne, mais aussi de ce qui se passe dans le monde, et le désir que ça soit corrélé avec les fictions dans lesquelles elle va tourner, et peut-être aussi évidemment une manière de les jouer. Elle tombe sur le scénario dans toute ces histoires qu'on lui fait lire, sur le scénario de Alice n'est plus ici, qui la séduit beaucoup. On lui propose de le réaliser, elle ne s'en sent pas capable, et donc elle va chercher, elle veut trouver un nouveau metteur en scène. On lui propose des noms, mais elle veut quelqu'un de new et exciting. Et donc elle appelle Francis Ford Coppola, en lui disant: tu connais pas quelqu'un de new et exciting? Et il lui dit: écoute, je connais quelqu'un, tu devrais peut-être voir son film, ça s'appelle Mean Streets, et il s'appelle Martin Scorsese. Alors le film n'est pas encore sorti, mais il a la bonne idée d'être produit par la Warner, qui organise une projection pour Ellen Burstyn. Elle voit le film, elle trouve ça, elle en aime la direction d'acteur, la mise en scène, mais elle trouve quand même qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Et elle se dit: mais est-ce que quelqu'un qui a fait ça, il peut vraiment faire un film dont le personnage principal est une femme? Donc une rencontre est organisée avec Scorsese, et donc elle lui explique ça, et puis elle raconte qu'elle lui demande: mais what do you know about women? Qu'est-ce que vous y connaissez en femmes? Et Scorsese lui aurait dit: nothing, but I'd like to learn. Je n'y connais rien, mais j'aimerais bien apprendre. Et elle a évidemment trouvé délicieuse cette réponse. Et donc Scorsese a été engagé pour le film, et leur collaboration se passe très bien. C'est vraiment une collaboration, parce que Burstyn a des idées très précises sur ce qu'elle veut. Elle veut des acteurs de l'Actor Studio, donc elle participe à tous les castings avec tous les rôles. Parfois c'est elle qui va chercher tel ou tel partenaire. Et elle apprécie beaucoup tout le travail d'improvisation qui est fait avec les acteurs sur le film, et que chapeaute Scorsese. Le gros point de travail sur ce film, et sur lequel elle va se battre, mais soutenue évidemment par Scorsese, c'est sur la fin du film, puisque le film raconte l'histoire d'une femme qui part avec son fils suite à la disparition de son mari, et qui décide qu'il est le temps de réaliser son rêve quand elle était enfant, de devenir chanteuse, et pour ça de rejoindre la ville où elle veut le devenir, qui est la ville de Monterey. Et dans la première fin du film, en fait, elle renonçait à son rêve pour se marier, avec Kris Kristofferson, on peut comprendre, mais quand même, elle renonçait à son rêve pour épouser et pour rester avec l'homme qu'elle aime. Et elle veut pas ce happy ending. Et le producteur lui dit que c'est pas possible. Il faut pas un happy ending, parce que l'année dernière, ils ont sorti un film qui s'appelle L'Épouvantail de Jerry Schatzberg. Ça se finissait mal et le film n'a pas marché. Donc maintenant, ils veulent un happy ending. Et Burstyn est très énervée, parce qu'elle dit une femme qui abandonne son rêve pour finir avec un homme, c'est ça un happy ending dans le cinéma hollywoodien. Et donc il passe beaucoup de temps à travailler, à réfléchir sur cette fin. Et c'est finalement c'est Kris Kristofferson qui va lors d'une des nombreuses improvisations solutionner
la fin du film en trouvant cette formidable réplique que dire mais I'll take you to Monterey. Et donc voilà, c'est pas, elle s'arrête pas, elle renonce pas à son rêve pour s'installer avec lui, c'est lui qui l'emmène pour essayer de réaliser son rêve, même si on ne sait pas si elle y arrivera. Après Alice, oui, bah oui, ouais. Ouais. Je dis pas grand-chose, je ne passe pas d'extrait parce qu'il passe après, donc c'est pour vous inciter à aller voir le film. Je ne sais pas si elle a choisi, mais en tout cas, elle a validé tous les. Elle raconte qu'elle a voilà, tous les De Niro, la petite Jodie Foster, elle a joué avec chacun. Donc elle a dû avoir son mot à dire et elle a adoré travailler avec Chris Christopher. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, c'est un choix très intelligent par rapport à Harvey Keitel, le côté cow-boy des deux dans le film et ce qu'il propose. Mais après, c'est pas un acteur studio. Mais voilà, j'en sais pas plus que ça, que ce fait elle était de tous les castings, donc elle a validé quelque part tous ses partenaires. Donc après Alice, elle se voit proposer par Lee Strasberg de faire partie du conseil d'administration de l'Actors Studio et de commencer à modérer des sessions de jeu. Donc c'est des moderators, on les appelle pas des teachers mais des moderators. Elle s'en sent pas capable, Strasberg insiste, et comme elle considère qu'elle doit beaucoup au studio et surtout à Strasberg, dont elle va rester très très proche jusqu'à la mort et d'une certaine manière même après, elle va accepter, donc commencer à enseigner. C'est aussi un moment où, après ses succès au cinéma que sont L'Exorciste et Alice, elle décide qu'elle veut retourner un peu sur les planches qu'elle avait délaissées, et donc c'est là où elle va jouer, et elle va jouer pendant 3 ans cette pièce Same Time Next Year, qui sera adaptée plus tard au cinéma, mais c'est un grand succès donc elle apprécie beaucoup ce travail. Elle délaisse quand même pas complètement le cinéma et forte de son statut de star, elle va porter des projets toujours aussi intransigeante sur les rôles et leurs qualités et puis son désir d'héroïne féminine. En 1977, on lui propose un projet de film qui s'appelle Resurrection, donc Résurrection, et on le présente ça comme c'est Jésus revient sur Terre, mais c'est une femme. Elle lit le scénario, ça lui semble pas très intéressant. Elle dit il revient sur Terre, c'est une femme, mais il n'a pas grand-chose à dire. Donc elle refuse le projet. Et puis les deux producteurs viennent la voir, ils viennent elle est en train de tourner avec Jules Dassin et Mina Mercouri à Athènes, et donc ils viennent la voir pour la rencontrer. Et donc elle discute avec les producteurs et elle leur dit qu'elle vient de lire un livre qui s'appelle La vie après la vie, qui est un recueil d'interviews avec des gens qui ont été déclarés morts cliniquement, parfois pour une quinzaine de minutes, et puis qui ont ressuscité. Et tous ces gens racontent qu'ils sont passés par un tunnel, qu'ils ont rencontré des êtres de lumière et qu'ils ont revu leur vie défiler, et puis qu'ils ont été ramenés à la vie, et cette expérience les changeant de manière permanente. Et elle raconte qu'elle suggère aux producteurs peut-être que le personnage du film, il pourrait avoir ce même type de near-death experience et puis après découvrir que du coup elle a développé des qualités un peu comme Jésus, comme le pouvoir de guérir, et que voilà, si c'était ça pourrait l'intéresser et ça serait plus plausible. Et puis elle leur a parlé aussi d'autres études sur les femmes dans les traditions spirituelles un peu anciennes, sur le mélange d'énergie spirituelle et sexuelle qu'on a voulu séparer à un moment donné, mais qui à un autre était liées. Elle parle des femmes qui ont été qu'on a démonisées, et qu'on a brûlées parfois parce qu'elles utilisaient leur intuition pour guérir les gens. Donc elle raconte tout ça, et les producteurs repartent et la rappellent quelques temps plus tard pour lui dire que le studio est d'accord et pour développer un script à partir de son idée. Donc elle accepte, et puis elle travaille avec
le scénariste. Et donc c'est ce film dans lequel le personnage principal va s'appeler Edna, qui va se nourrir d'autres éléments de sa vie, pas que de son prénom, mais qui va notamment le personnage masculin dont elle va tomber amoureuse a des éléments de son mari paranoïaque et schizophrène, notamment le fait de se prendre pour Jésus-Christ. Et donc, c'est l'histoire d'une femme guérisseuse qui canalise et pratique le transfert d'énergie. Le film va sortir, mais le studio a un peu de mal à le vendre. Bernstein dit que c'est un film métaphysique, mais ça n'existe pas comme genre vraiment le film métaphysique. Donc il le présente comme un film de science-fiction, mais les gens qui viennent le voir, c'est pas exactement ce qu'ils attendaient. Mais le film a des bons retours critiques. Elle va même avoir une nomination à l'Oscar. Mais le studio a une autre actrice, Sissy Spacek, pour Cole's Minor Daughter de Michael Apted, qui est aussi nommée à l'Oscar. Et il décide de tout miser sur elle. Donc, elle ne sera pas récompensée pour ce rôle qu'elle a vraiment porté dès l'écriture, et elle dira sur ce film comme sur Alice que c'est des endroits où elle aurait pu demander un peu plus de place, un peu plus de crédit au générique, que ce soit dans l'écriture ou en tant que producteur exécutif, et puis que parfois a posteriori elle comprend pas pourquoi elle l'a pas fait. Elle se dit moi quand je suis sur scène et quand je joue, je lâche rien, mais puis dans la vie, j'ai beau avoir 40 ans, parfois j'ose pas me mettre en avant et demander ce à quoi je pourrais avoir droit. Elle développe un autre projet en même temps qui est l'adaptation d'un livre qui s'appelle Silence of the North, qui est là aussi une histoire de... C'est un peu, je vais résumer, l'histoire d'une femme qui s'appelle Olive Frederickson, qui est donc... Bernstein raconte que ça correspondait tout à fait à son nouveau truc, qui était de créer une héroïne féminine. Donc c'est l'histoire d'une femme qui était mariée, qui avait 2 enfants et qui est partie vivre dans le Canada sauvage, et son mari est tué, et donc elle se retrouve toute seule à braver ce monde-là avec ses enfants, et donc encore une fois un projet, vraiment une idée de femme très forte qui s'en sortent sans les hommes. Alice, au début dans Alice n'est plus ici, elle commence à dire non mais moi je peux très très bien vivre sans homme, il n'y a pas de problème, et sa copine rigole, et puis à la fin en fait elle peut pas vivre sans homme, et c'est pas grave, mais il y a cette idée, cette question là de les responsabilités et qu'une femme peut avoir, et ce qu'elle peut faire. Donc elle développe ce film, il est tourné, et puis finalement Universal décide de ne pas le sortir. Elle décide qu'il y en a marre des Women's Picture, et demande même, et ça, en fait, Universal décide après le tournage que, en fait, ça serait mieux que le film soit raconté a posteriori par l'homme qu'elle a épousé après cette aventure. Donc là, Hélène Bernstein dit c'est bon, c'est plus mon projet. Donc le film ne sort pas en salle, il est simplement distribué à la télévision. Ce sont 2 expériences qui sont alors à la fois riches en rencontres et dans le travail, dans la collaboration et dans cette manière d'avancer en se nourrissant de son histoire personnelle pour écrire ses fictions, mais c'est aussi des expériences qui lui font comprendre le fonctionnement de ce système hollywoodien, et montre un peu la difficulté qu'elle peut avoir aussi à s'y épanouir, ou à trouver des endroits où développer vraiment les projets et les personnages qu'elle aurait envie de voir. Mais quand elle parle de ces 2 films-là et de la manière dont elle a travaillé, et quand d'autres racontent la voir à l'Actors Studio, ils font bien le lien entre les personnages et ce qu'est, et la manière dont travaille Bernstein. Alors elle explique à propos de Résurrection que
avec Résurrection, ce qu'elle voulait dire et faire comprendre, hein, c'était que l'amour nous guérit, l'amour vraiment au sens large, et que quand on arrive à s'accepter, à être accepté et à s'accepter voilà, par les autres sans jugement, eh bien les gens bloom, hein, je ne sais pas comment dire, on fleurit, on s'épanouit. Et elle dit c'est ça que Lee Strasberg a fait pour moi, hein, il m'a vu, il m'a accepté comme j'étais, il m'a guéri de tout ce qui venait de l'absence de mon père, il m'a guéri de mon sentiment de ne pas faire les choses bien, d'être une erreur, de ne pas avoir de valeur. Il m'a regardé, il m'a dit oui, tu as quelque chose à offrir, toi, et c'est quelque chose de vrai et quelque chose qui vaut la peine. Donc elle développe un petit peu ici sur la manière dont Lee Strasberg a vraiment changé sa vie, changé son regard sur elle, et c'est quelque chose que par la suite elle essaye aussi de transmettre à ses élèves dans un ouvrage d'histoire sur l'histoire de l'acteur studio, hein, l'ouvrage de Foster Hirsch, qui a beaucoup écrit sur l'acteur hollywoodien déjà de manière générale, et qui a écrit Method to Their Madness, The History of the Actor Studio. Il explique qu'en gros, quand on voit Burstyn sur le plateau avec ses élèves, en fait c'est la même que c'est Edna dans Résurrection, elle a les mêmes qualités, le même côté un peu illuminé, hein, donc en session, dit-il, Burstyn avait à peu près les mêmes qualités un peu illuminées que dans Résurrection, où elle jouait une femme avec des pouvoirs un peu surnaturels. Comme dans le film, elle est extrêmement calme quand elle parle aux acteurs dans une voix claire et apaisée. C'est comme si elle posait leurs mains sur eux. Elle est extrêmement précise et incisive à propos des gens, ce qu'on pouvait dire aussi de Lee Strasberg, en tout cas ce qu'elle avait vu, elle, chez Lee Strasberg. Lee Strasberg meurt en 1981, elle était encore avec lui la veille, et donc c'était vraiment quelqu'un de très très proche et déjà qui avait déjà une place dans cet héritage. Elle se dispute il y a des grandes tensions entre elle et Anna Strasberg sur ce que vont devenir les enregistrements des sessions de Strasberg à l'Actors Studio, puisque bien Anna Strasberg voudrait les garder, et Ellen Burstyn considère qu'elle devrait servir, elles appartiennent à l'Actors Studio, elle devrait servir, mais la justice donnera raison à Anna Strasberg. À ce moment-là, donc c'est Paul Newman qui est élu président du conseil d'administration de l'Actors Studio, et Arthur Penn, Al Pacino et Burstyn sont nommés tous les trois au poste de directeur artistique. Lee Strasberg, lui, était les deux, hein, il était président de l'Actors Studio et directeur artistique de l'Actors Studio. Et puis, elle deviendra directrice artistique seule avec Pacino, qui démissionnera au bout de quelques mois en disant « Non, en fait, tu peux très bien le faire toute seule », ce qu'elle va faire. Elle va également, à ce moment-là, être élue présidente de l'Actors Equity Association. C'est un poste, c'est la première femme à être élue à ce poste-là, qu'elle tiendra pendant 3 ans, entre 82 et 85. On est venu la chercher, on l'a sollicité pour avoir ce poste-là, et elle l'a accepté parce qu'il n'y avait pas de projets théâtraux ou cinématographiques qui se présentaient, et qu'elle avait envie à la fois d'engagement et de changement. Et donc ces différentes responsabilités, que ce soit à l'Actors Equity Association et surtout à l'Actors Studio, lui font mettre de côté les rôles, le jeu pendant un moment, et même elle dit que les quelques projets dans lesquels elle se trouve pas bonne, dans les quelques projets créatifs qu'elle peut accepter. Et en même temps, elle a envie, elle a besoin, dit-elle, de trouver ce qu'elle a encore sous le pied, si je peux m'exprimer ainsi. Et le film, enfin, il y en aura 2 la même année, qui va lui redonner toute sa place. Et la scène que je vais vous montrer, la dernière scène que je vais vous montrer, me semble un peu synthétiser énormément de choses, énormément de son talent. C'est Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Donc quand elle reçoit le scénario, elle le refuse. Elle dit non, mais qui va aller voir un film aussi déprimant? Et puis on lui dit mais quand même, regarde le premier film de ce réalisateur, Pi. Il a quand même 29 ans à l'époque, donc vraiment jeune. Et elle regarde Pi et elle dit ouais, en fait c'est un artiste, oui, ça m'intéresse de travailler avec lui.
Et la collaboration, encore une fois, se passe extrêmement bien. Et elle est arrivée à un point dans sa carrière et dans sa connaissance de sa méthode et de son travail, de ce qu'elle peut donner et de comment elle peut le donner, que sur une scène en particulier, dont vous allez voir un morceau, eh bien, elle va demander à Darren Aronofsky exactement comment elle va être filmée. Donc c'est une scène où elle est face à son fils, qui est joué par Jared Leto, et son fils comprend qu'elle est accro aux pilules pour le régime. Et donc, elle dit à Darren Aronofsky qu'elle voit la scène, elle comprend le nœud de la scène, qui est le moment, vous allez voir, où elle dit « I am old ». Et donc c'est une longue scène. Au scénario, dit il y a 9 pages de dialogue entre les deux, et les 3 dernières pages, c'est un monologue de Ellen Burstyn, et elle lui dit en fait, moi, pour les 3 dernières pages, je veux un gros plan. Je veux un gros plan, je me connais, et je pense que sur un gros plan, je peux donner ce que je pense que contient cette scène et ce personnage. Donc il accepte. A priori, il y aura besoin que d'une seule prise. Donc vraiment, elle savait ce qu'elle voulait, comment le donner, et ça a marché. Donc on va regarder cet extrait. Donc la scène est un petit peu longue, même, et encore on l'a coupée. Vous allez voir, il y a vraiment plein d'éléments qu'on a pu évoquer. Par ailleurs, donc le film date de 2000, donc plein d'éléments à la fois sur le côté tactile, le côté mère qui aime son enfant, le fait de parler à quelqu'un qui n'est pas là, et puis les sentiments, les contradictions du personnage qui apparaissent et qui le rendent réel et touchant. Donc on regarde cette scène, ce sera notre dernière scène, après je dirai 3 mots et puis je conclurai, peut-être 3-4 mots peut-être, de Requiem for a Dream. I'm sorry for being such a bastard. I want to make it up. I mean, I know I can't change anything that's happened, but I want you to know that I love you, and that I'm sorry. And I want you to be happy. So I got your brand new TV set. It's gonna be delivered in a couple of days. It's from Macy's. Oh! Yeah. Your father'd be so happy if he could see what you're doing for your mother. See that, Seymour? You see how good your son is? He knows what it's like for his mother living all alone. No one to visit her. Hey, Ma. You on uppers? What? You on uppers? You're on diet pills, ain't you? I told you, I'm going to a specialist. That's what I thought. You making a croaker for speed, ain't you? Harry, are you all right? I'm going to a doctor. What does he give you, Ma? Does he give you pills? Of course he gives me pills. He's a doctor. What kind of pills? A purple one, a blue one, an orange one. Like what's in them? Harry, I'm Sarah Goldfarb, not Albert Einstein. How should I know what's in them? Does the stuff make you feel good, sorta, and give you lots of pep? Well, yeah, a little. A little? Ma, I can hear you grinding your teeth from here. That goes away at night. At night? Yeah, when I take the green one. 30 minutes, I'm asleep. Poof, just like that. Ma, you gotta cut that stuff loose. I'm telling you, it's no good. What do you mean it's no good? 25 pounds I've lost. Big deal, so what? You wanna be a dope fiend, for Christ's sake? What is with the dope fiend? Am I foaming at the mouth or something? He's the nice doctor. I am telling you, that crook was no good. How come you know so much, huh? How come you know more about medicine than a doctor? Believe me, Ma, I know. All right? You'll get strung out, for Christ's sake. Oh, come on. I almost fit in my red dress. The one I wore to your high school graduation. The one your father liked so much. Oh, I remember how he looked at me in that red dress. Mama, what's the big deal about the red dress? I'm gonna wear it. You don't know. I'm gonna be on television. I got a call and an application. And... Come on, Ma.
Who's pulling your leg? No. I'm telling you, I'm going to be a contestant on television. I don't know when yet. They haven't told me when yet. But you'll see how proud you are when you see your mother in a red dress, television, and golden shoes. What is the big deal about being on television? Those pills you're taking will kill you before you ever get on, for Christ's sake. Big deal? You drove up in a cab. Did you see who had the best seat? I'm somebody now, Harry. Everybody likes me. Soon, millions of people will see me and they'll all like me. I'll tell them about you, and your father, how good he was to us. Remember? It's a reason to get up in the morning. It's a reason to lose weight, to fit in a red dress. It's a reason to smile. It makes tomorrow all right. What have I got, Harry? Why should I even make the bed or wash the dishes? I do them. But why should I? I'm alone. Your father's gone. You're gone. I got no one to care for. What have I got, Harry? I'm lonely. I'm old. You got friends, Ma? It's not the same. They don't need me. I like the way I feel. I like thinking about the red dress and the television and you and your father. Now when I get the sun, I smile. C'est peut-être un peu déprimant de se quitter là-dessus, mais... donc on retrouve un personnage de mère qui aime follement son enfant. On retrouve le côté tactile de cette actrice. Alors là, elle enlace son fils, mais c'est pas la première fois dans la scène. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle se lève et qu'elle le prend comme ça dans ses bras. Cette manière de parler à quelqu'un qui n'est pas là. Ici, son mari Seymour. Ce mélange elle est à la fois mère et enfant. Elle se fait quand même sermonner par son fils, elle rêve de passer à la télé, elle ne connaît rien à ces pilules à part leur couleur. Et vraiment, il me semble que son talent dans la scène réside dans ce qu'elle fait de ce personnage, dans la manière dont elle propose un personnage de femme à la fois un peu naïve, hein, c'est un good doctor et la couleur des pilules, et en même temps extrêmement lucide, hein, I'm alone, I'm lonely, I'm old, avec ses trémolos dans la voix, ce qui la rend particulièrement touchante. On peut aussi évoquer, il me semble ici, une référence qu'on trouve à d'autres endroits dans sa filmographie. La référence au grand metteur en scène de mélodrame ou de women's picture, si vous les appelez comme ça, qui était Douglas Sirk, notamment avec ce fils qui offre un poste de télévision. Hein, si vous avez vu Tout ce que le ciel permet, vous savez que dans ce film, les enfants de Carrie, pour Noël, lui offrent de manière très hypocrite une télévision, une manière pour eux de lui signifier que sa place, elle est à la maison et que les belles histoires, elle doit les vivre par écran interposé, mais certainement pas avec le jardinier dont elle est amoureuse et qui n'est pas du même milieu social qu'eux. Ici aussi, hein, on a un fils qui offre à sa femme une télévision. Et on retrouvera aussi dans cette référence à Sirk, affirmée par ailleurs par Scorsese, dans le générique de début de Alice n'est plus ici, avec ce titre en rouge flamboyant. Et Douglas Sirk, c'était un réalisateur des couleurs flamboyantes sur un espèce de drapé bleu, drapé qu'on retrouve par exemple sur le générique du Secret Magnifique, donc
Sirk. Ces couleurs rouge et bleu qu'on a ici dans Alice n'est plus ici, elles renvoient peut-être également à la tenue de Dorothy dans Le Magicien d'Oz, qui est aussi une référence convoquée par Scorsese au début de Alice n'est plus ici, qui d'ailleurs... séquence de pré-générique que le studio voulait couper, qui a coûté beaucoup d'argent et pour laquelle Scorsese s'est battu, et qui consiste en un hommage quand même à différents moments du cinéma classique. Et cette robe rouge, cette red dress qui l'obsède, dans laquelle il faut absolument qu'elle rentre, et c'est pour ça qu'elle prend des pilules de régime, c'est pour rentrer dans la red dress. Elle peut aussi faire penser, cette robe rouge, à celle justement de Carrie, qui était sur fond bleu aussi dans Tout ce que le ciel permet, qui choquait tout le monde, parce que Carrie, elle est veuve, elle n'a pas le droit de mettre une belle robe rouge avec un décolleté comme ça, mais elle peut aussi faire penser, cette robe rouge, à d'autres tenues d'Ellen Burstyn dans sa filmographie, par exemple à ce manteau rouge qu'elle tient au début de Alex in Wonderland, ou à cette robe rouge qu'elle met pour chanter dans Alice n'est plus ici. Et d'ailleurs, Alex in Wonderland ou Alice Doesn't Live Here Anymore, ce sont deux titres qui renvoient au même personnage, à cette Alice du Pays des Merveilles, et qui peut-être résument, ou en tout cas permettent de dire la manière dont Ellen Burstyn, dans le cinéma américain des années 70, a su incarner ce passage de l'innocence classique au réalisme du nouvel Hollywood. Je vais terminer par ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.